Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Une femme aux commandes du prochain gouvernement en Tunisie. À 63 ans, Najla Bouden Romdan entre dans l'histoire en devenant la première femme à occuper cette fonction. Par cette nomination, le président Kais Saied dit vouloir rendre hommage à la femme tunisienne. Quelle perspective pour le secteur touristique en République démocratique du Congo? Le ministre du Tourisme, Modero Tsimba, s'est exprimé sur le sujet à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme célébrée le 27 septembre. Et puis le démarrage de la production locale de vaccins anti-Covid en Algérie, une fabrication réalisée en partenariat avec le laboratoire chinois Sinovac. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la remise du rapport de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation, de nouveau reportée en Gambie. C'est ce jeudi que l'organe devait remettre ses travaux au président Adama Barrow. Mise en place en 2017, cette commission était chargée d'enquêter sur le régime de l'ancien président Yahya Jammeh, notamment sur les cas d'assassinat, de torture ou encore de détention arbitraire. Pour ce faire, elle a interrogé de 2019 à 2021 près de 400 personnes. Au sujet de ce nouveau report, l'organe explique, je cite, que les travaux sur les 16 volumes du rapport final ont été achevés, à l'exception de 4 volumes. Pour l'heure, aucune nouvelle date de remise de ce document n'a été définie. C'est une première pour la Tunisie. Plus de 2 mois après le limogeage de l'ancien Premier ministre Hichem Mechichi, le président Kais Saied a nommé ce 29 septembre une femme à la tête du prochain gouvernement tunisien. Il s'agit de Najla Bouden Romdan, âgée de 63 ans. Scientifique de formation, elle avait déjà occupé un poste au sein du ministère de l'Enseignement supérieur. Plus de précisions avec Aïssatou Toubari. Najla Bouden Romdan va diriger le futur gouvernement tunisien, une première dans le pays. Le président Kais Saied l'a annoncé mercredi 29 septembre. Cette dernière est chargée de former un gouvernement dans les plus brefs délais. Fin juillet, après des mois de blocage politique, le président Saied avait limogé le précédent cabinet, géré le Parlement et s'était octroyé aussi le pouvoir judiciaire. Il ne s'agit pas d'une manœuvre qui vise à masquer une prétendue dérive autocratique. Il s'agit tout simplement d'un choix rendu nécessaire pour faire fonctionner l'État de la manière qui convienne au cours de cette période difficile. Mais le président a pris son temps de choisir parce que ses choix de chef de gouvernement précédents n'ont pas été très heureux. Donc il a pris son temps pour choisir la personne qualifiée pour cela et a fait un choix autant politique que sociétal en nommant une femme, Madame Najla Bouden, au poste de chef du gouvernement, tout simplement. La principale mission du futur gouvernement sera de mettre fin à la corruption et au chaos qui s'est répandu dans de nombreuses institutions de l'État. Une tâche encore plus ardue depuis que le président s'est arrogé les pleins pouvoirs par les mesures exceptionnelles qu'il a adoptées le 22 septembre qui suspendent l'application de chapitres clés de la Constitution. Les défis sont essentiellement d'ordre économique et social. Les finances publiques sont exsangues. L'économie n'est pas du tout au mieux, surtout avec la crise du Covid-19. Bien évidemment, il y aura des défis essentiellement économiques et sociaux. Le chef du gouvernement ne fera pas l'objet d'un vote de confiance pour l'investiture de son gouvernement au Parlement, puisque le Parlement est suspendu et gelé jusqu'à nouvel ordre. Et seront, d'après les termes de l'ordonnance citée, ils seront responsables de la mise en œuvre des orientations choisies par le président de la République. Scientifique de formation, Najla Bouden, âgée de 63 ans, était jusque-là directrice générale d'un projet de réforme de l'enseignement supérieur. Auparavant, cette docteure en géologie avait été chargée de mission, puis directrice générale au ministère de l'Enseignement supérieur.
L'actualité, c'est aussi le renouvellement du bureau exécutif du parti au pouvoir au Burkina Faso. Le président de l'Assemblée nationale, Alassane Ballassa Kandé, se retrouve à présent à la tête du mouvement du peuple pour le progrès. Il succède à Simon Compaoré, qui occupe désormais la fonction de président d'honneur du parti. Un renouvellement effectué lors du 2e congrès extraordinaire du parti qui s'est clôturé le 26 septembre. Parmi ses priorités, le nouvel homme fort du MPP liste plusieurs points. L'émancipation réelle de la femme notamment, la responsabilisation des jeunes ou encore la justice sociale. À peine en poste, Alassane Ballassa Kandé doit déjà préparer les municipales de 2022. La République démocratique du Congo célébrait ce 27 septembre la Journée mondiale du tourisme. Le ministre du Tourisme, Modero Nsimba, s'est rendu à cet effet en Côte d'Ivoire, pays hôte de la 41e édition. L'occasion pour lui de présenter les perspectives du secteur dans son pays, ainsi que le plan de relance touristique établi par le gouvernement congolais. Plus de précisions dans ce sujet de Samantha Saberou Sabumanga. Lors de son discours à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme, qui a été célébrée le 27 septembre 2021 à Abidjan, sous le thème « La croissance inclusive », le ministre du Tourisme de la République démocratique du Congo, RDC, Modero Nsimba, s'est appesanti sur les réformes mises en place relatives à la redevance touristique. L'objectif étant d'atténuer les effets néfastes de la pandémie du Covid-19 sur ce segment d'activité, notamment dans le secteur privé, très impliqué dans le développement du tourisme. Aujourd'hui en RDC, comme vous l'avez suivi, par rapport au thème, l'inclusivité, nous collaborons plus avec les secteurs privés et nous apportons quelques réformes concernant la redevance touristique qui est gérée par le Fonds de promotion touristique de notre pays. Les effets de la Covid ont fait que mon ministère a fait une réduction de la redevance touristique de 10 à 5% en interne pour favoriser l'interconnexion de nos provinces et le déplacement des populations. Dans cette optique, le ministre poursuit que la redevance touristique a été réduite de 10 à 5% pour faciliter l'interconnexion entre les provinces et le déplacement des populations. Ainsi, il incite les populations à se faire vacciner contre le Covid-19 pour pouvoir voyager en interne et relancer le secteur touristique du pays affaibli par la crise. Nous sensibilisons aussi la population pour les permettre à voyager à travers nos provinces en interne, ça veut dire en se faisant vacciner. Aujourd'hui au Congo, nous avons reçu les 3 vaccins, Moderna, AstraZeneca et comme on appelle le 4e, Pfizer. Cela permet maintenant aux sociétés d'aviation de fonctionner en pleine activité chez nous. En plus des effets de la pandémie du Covid-19, le secteur touristique de la RDC a été aussi fortement impacté par le changement climatique. Il invite au final les Congolais à faire de leur pays la première destination touristique en visitant les différents sites dont dispose la RDC. À quand la réouverture des frontières terrestres au sein de l'espace UEMOA? La question était à l'ordre du jour ce 28 septembre lors d'une réunion entre les ministres de la Santé, de la Sécurité et des Transports des pays de l'organisation. Ce verrouillage est en vigueur depuis mars 2020, période qui coïncide avec l'apparition des premiers cas de Covid-19 au sein de l'Union. Mais cette réouverture implique un bon nombre d'exigences. Mildred Diamou. Les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, veulent rouvrir leurs frontières fermées depuis 18 mois en raison du coronavirus. C'est ce qui ressort d'une rencontre des ministres de la Santé, de la Sécurité et des Transports des pays de l'organisation sous-régionale tenue le 28 septembre 2021. La mesure passera par le renforcement des campagnes de vaccination et des tests PCR pour les voyageurs. La fermeture des frontières terrestres a réduit l'intégration de la zone UEMOA et a réduit l'interconnexion douanière dans son efficacité et sa compétitivité. Il est vrai que la fermeture des frontières terrestres avait pour but essentiel de protéger les populations et les pays contre la pandémie du Covid. Mais cette fermeture a entravé l'intégration régionale et le transit douanier du fait des procédures qui y sont associées.
Durement touchés par la pandémie de Covid-19, les pays membres de l'UEMOA ont depuis maintenu leurs frontières terrestres fermées pour freiner la propagation du virus. Les projets de réouverture ont été perturbés par une troisième vague de la pandémie qui fait bondir le nombre de cas d'infection, notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Bénin. Il faut à la fois associer la compétitivité de l'économie régionale et l'intégration de l'économie régionale tout en préservant les populations contre l'expansion de la pandémie. Je pense qu'il faudrait trouver une réponse à ça au niveau de la dissémination et la vulgarisation du vaccin. Et ce n'est que lorsqu'il y aura une appropriation du vaccin que l'intégration va se consolider, surtout au niveau des frontières terrestres. Mais les conditions appliquées aux frontières aériennes devraient être les mêmes que les frontières terrestres parce que c'est les mêmes personnes et les mêmes populations. La fermeture des frontières a provoqué au cours des derniers mois une flambée des prix des denrées de base dans plusieurs pays de l'UEMOA. Les autorités prévoient en effet de renforcer la sécurité aux différents points de passage en vue de garantir une reprise économique. L'Algérie va pouvoir accélérer sa campagne de vaccination contre le coronavirus. Le pays a démarré ce mercredi la production locale du vaccin Coronavac dans l'usine du groupe pharmaceutique Saïdal basée à Constantine. Une aubaine pour le pays qui entend vacciner d'ici la fin de l'année 70% de la population. Un sujet de la rédaction. L'Algérie se lance dans la course au vaccin anti-Covid. La production locale du vaccin Coronavac a démarré ce mercredi 29 septembre. Cette fabrication opérée par le groupe pharmaceutique Saïdal dans son usine à Constantine est le fruit d'un partenariat entre les autorités algériennes et le laboratoire chinois Sinovac. Pour l'occasion, le Premier ministre Aymen Ben Abderrahmane a fait le déplacement. C'est un honneur et une fierté. La production du premier vaccin algérien contre le coronavirus est en soi une grande réussite, compte tenu des techniques et technologies requises pour cette fabrication. Certains pensent que cette production est un procédé de conditionnement de matières premières, mais nous leur répondons que cette opération nécessite une très haute maîtrise technologique et technique qui a été réalisée par les Algériens. Nous en sommes fiers et nous les félicitons. Cette usine de production présente un double avantage pour l'Algérie. Non seulement le pays ne dépendra plus des importations de vaccins, mais il pourra également accélérer sa campagne de vaccination contre le coronavirus. À ce sujet, le gouvernement s'est donné un objectif de taille, vacciner 70% de la population d'ici la fin de l'année 2021. Un véritable défi pour les autorités qui ont par ailleurs précisé que la capacité de production de cette usine se chiffre pour le moment à 8 millions de doses par mois. Ce vaccin est un produit qui est très important en ce moment, vu la pandémie actuelle. Donc, il va permettre la disponibilité, plus de disponibilité au marché algérien. Donc, les Algériens vont plus souffrir de la pandémie. Non seulement c'est un challenge pour Saïdal et pour l'Algérie parce qu'on a été à l'avant-garde dans un projet aussi précurseur et inédit. Si pour l'heure l'Algérie se concentre sur la production de vaccins, l'État voit déjà plus grand. Au moment où la fabrication locale sera plus conséquente, le pays pourrait envisager d'exporter ses doses de vaccins. Dans le reste de l'actualité, elle fait partie des 4 lauréats du prix Nobel alternatif. La Camerounaise Marthe Wondou a été récompensée ce 29 septembre, titulaire d'une licence en droit privé qu'elle a obtenue à l'université de Yaoundé. Cette militante des droits des femmes a été saluée pour ses actions en faveur de leur autonomisation ainsi que pour la protection de l'enfance dans la région de l'extrême nord où elle est née. Une région secouée depuis 10 ans par les attaques de Boko Haram. Marthe Wondou est aussi la fondatrice de l'Action locale pour un développement participatif et autogéré. Créée en 1998, l'ONG lutte entre autres contre le mariage précoce et les abus commis sur les femmes. Un mot de sport pour clôturer ce journal avec les préparatifs de la Ligue des champions féminines de la CAF. La Confédération africaine de football a procédé ce mercredi au tirage au sort de la phase de groupe de cette compétition prévue au Caire du 5 au 19 novembre prochain. En ouverture de balle, les Égyptiennes affronteront les Maliennes. On fait le point avec José Douglas. Et c'est ainsi que nous retrouvons en phase de groupe d'abord le A, Wadi Degla de l'Égypte, AS Mandé du Mali, Malabo Kings de la Guinée équatoriale et Asa Akas Ladies FC du Ghana.
Pour le groupe B maintenant, Vihiga Queens du Kenya, Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, Asfar du Maroc et River Angels FC du Nigeria. Donc il va falloir mettre les moyens financiers. On sait que déjà au niveau de la CAF, il y a des problèmes concernant les différentes fédérations au niveau des infrastructures. On connaît les différentes problématiques. Il y a actuellement même des pays qui sont interdits de recevoir, pour les matchs éliminatoires de la Coupe du Monde, de recevoir à domicile. Ils doivent utiliser des stades aux normes dans d'autres pays, donc c'est un peu compliqué. La compétition se déroulera au Caire du 5 au 19 novembre 2021. Et nous aurons pour match d'ouverture les Maliennes de l'Est Mandé face aux Égyptiennes de Wadi Degla. Le 5 novembre 2021 au Caire, plusieurs joueuses entreront dans l'histoire, quel que soit le résultat de leur match. Elles disputeront en effet la toute première rencontre de l'histoire de la Ligue des champions féminines d'Afrique sous l'impulsion du nouveau président Patrice Motsepe, la dernière année des compétitions de la CAF. Oui, on sait que M. Motsepe avait mis déjà, lors de sa candidature en tant que président de la CAF, à l'époque où il était candidat, mis le foot féminin en avant et sur sa feuille de route, il avait placé le foot féminin en très bonne position et avait promis de travailler là-dessus. C'est chose faite, là on commence à voir un peu se dessiner cette promesse. Un focus sur l'Est Mandé qui est basé à Bamako et affrontera également les Malabo Kings de la Guinée équatoriale et Azakas Ladies FC du Ghana dans le groupe A. Un rappel pour le groupe B qui réunira les Vihiga Queens du Kenya, les Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, l'Esfar du Maroc et River Angels FC du Nigeria. Mais la démarche de M. Motsepe est bonne. Il a promis sur sa feuille de route qu'il allait accentuer les efforts sur le foot féminin et il tient promesse aujourd'hui avec cette compétition-là, cette première édition de la Ligue des Champions. Donc c'est une bonne chose, mais il va falloir rajouter des moyens et travailler dur pour pouvoir continuer à perfectionner ce foot féminin, car vraiment, en tant que terre de football, l'Afrique regorge de talent, et notamment sur le football féminin. Donc il va falloir qu'on puisse axer le travail là-dessus pour pouvoir concurrencer les différentes équipes qu'il y a au niveau européen et notamment au niveau des Amériques. Les deux meilleures équipes de chaque groupe disputeront les demi-finales du tournoi. Le 19 novembre, la première équipe féminine, championne d'Afrique des clubs, sera connue et rentrera aussi dans l'histoire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.